matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très heureuse à la volée de recevoir Sébastien Boussois pour son livre Donald Trump, Retour vers le futur aux éditions Mareuil. Bonjour Sébastien Boussois. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors attendez, on va... Hop. Oui, ça sera peut-être en direct et en instantané, je remets le micro de mon invité. Et alors, les aléas du direct, comme on dit. C'est ça, exactement, les aléas du direct. Et puis, Dieu sait qu'aujourd'hui, on a un sacré direct. Et évidemment, je suis très, très heureuse de vous recevoir. J'ai lu votre livre concernant Donald Trump, une analyse très riche de ce qu'il est vraiment, de ce que certains ont pensé de lui et ce qu'il y a derrière. Et puis, tout ce qu'il a mené, les actions qu'il a menées. Et je voulais particulièrement, puisqu'on a déjà beaucoup tourné autour du sujet Trump depuis le début, qu'on parle de Trump à l'international, si vous le voulez bien. Et puis, je le sais, d'abord, c'est votre spécialité, puisque vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant en relations internationales associé au CNAM à Paris, puis directeur de l'IGE, l'Institut géopolitique européen. Je voulais, avec vous, justement, qu'on aille sur d'abord ses annonces à lui. On a vu déjà l'action qu'il a pu mener sur ce cessez-le-feu en Israël. Et puis surtout, on l'a suivi par rapport à Donald Trump, à Vladimir Poutine, pardon. D'ailleurs, je vais peut-être vous passer pour commencer les félicitations de Vladimir Poutine adressées à Donald Trump. On va traduire en direct. Today we will be seeing the inauguration of Donald Trump as Aujourd'hui, nous allons voir 47th l'investiture president of the de United Donald Trump States. en tant que 47e président des États-Unis. Assurément, la campagne électorale Means not easy n'a pas été facile pour lui. for President Trump, with fierce pressure being exerted upon him and his De family violentes pressions ont members, été engagées contre lui et all the sa way up famille to assassination attempts. jusqu'à une tentative d'assassinat. President Trump was courageous and Le président enjoyed Trump a a été landslide courageux victory. et a remporté And une now grande we victoire. see their statements about Désormais, nous voyons wishing sa to volonté restore de direct contacts restaurer with Russia, des relations directes avec la Russie suspended by the previous administration. que la précédente administration avait We've suspendues. heard his commitment Nous avons to entendu do son everything to engagement prevent World War de III. tout faire Of pour course, we éviter une welcome troisième this guerre mondiale. approach and we congratulate the Et bien sûr, nous nous newly réjouissons elected de president cette of the United approche States et nous on his félicitons le président inauguration. réélu des We have États-Unis. never been against dialogue. We have always been Oui, ready c'est sûr. Nous n'avons jamais to été contre le maintain dialogue. Nous avons toujours été prêts à conserver des peaceful relations relationship. diplomatiques pacifiques. Et puis, petite touche amusante, on va dire, un journaliste a interviewé Donald Trump hier en disant « Mais vous aviez dit qu'en 48 heures, vous auriez scellé la paix entre la Russie et l'Ukraine. » Et regardez, sa réponse, elle est très courte. You said you would end the Russia-Ukraine war on your first day in office. Where do things stand right now, and how do you intend? Well, this is only half a day. I have another half a day left. We'll see. Voilà, donc j'ai eu on vient de passer une demi-journée, j'ai encore une demi-journée devant moi, on verra. Voilà ce que dit Donald Trump. Sébastien Boussois, je commence par ça, parce que c'est assez symptomatique, et puis je sais que vous connaissez bien aussi la personnalité de Vladimir Poutine. C'est assez, représentatif de ce qu'est Donald Trump, qui, par ailleurs, a eu des mots assez durs contre Vladimir Poutine, en lui disant il faut qu'il puisse régler et arrêter la guerre en Ukraine, sinon la Russie s'auto-détruira ou se détruira, je ne sais plus exactement ces termes. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans ces relations internationales, et notamment avec la Russie ? Je crois que tout va changer, en fait. Ce qui est vraiment intéressant avec le retour de Donald Trump, c'est qu'on assiste à une forme de parachèvement de l'effondrement du multilatéralisme. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. La réalité, Oui. elle est celle des faits. Et d'ailleurs, Donald Trump fonctionne beaucoup sur la manière dont les faits sont actés ou sont à acter sur le terrain. Les Nations Unies, quel numéro, comme on disait avec l'Europe. Oui. Antonio Guterres, on ne sait pas où il a disparu. On voit bien à quel point ce multilatéralisme hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale est quelque part complètement périmé. Parce que vous avez l'Occident qui essaye de continuer à résister, ou en tout cas qui continue à essayer de garder son leadership. Et vous avez tous les autres pays, ces fameux Sud globaux dont on parle, ces BRICS ou BRICS+, qui essayent de créer un alter-monde pour peser et pour exister. Et au milieu de ces BRICS+, vous avez évidemment ceux qui représentent la plus grosse poche de résistance aux Occidentaux et en particulier à nous. Ce sont évidemment notamment la Russie et la Chine. Dans les propos, d'ailleurs je ne savais pas que Vladimir Poutine parlait aussi bien anglais, dans les propos qui ont été tenus par Vladimir Poutine, le message est assez clair. Il dit clairement qu'il n'a pas été ou qu'il n'a jamais été fermé à la discussion.
on peut en débattre, évidemment. Mais la manière dont Donald Trump mène en général ce type d'affaires et la manière dont il rebondit avec humour et ce qui est souvent son talent, c'est que je trouve un peu facile de la part des journalistes et de tous les détracteurs permanents de Trump. Milliards de choses qu'on peut critiquer sur Trump, mais on ne peut pas remettre en cause son volontarisme et ses velléités d'essayer de trouver une solution. Ce qui n'a pas été le cas, soyons clairs, du temps de l'administration Biden, que ça concerne les deux plus gros dossiers chauds, on va dire, des relations internationales, c'est-à-dire le dossier de Gaza ou celui de l'Ukraine et de la Russie. Depuis le début, depuis son élection, et même avant, évidemment, ça faisait partie des arguments de campagne, Donald Trump disait clairement qu'il avait la capacité ou qu'il voulait résoudre le conflit en 48 heures. Oui. Évidemment, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça ne veut pas dire que c'est de sa responsabilité, de son fait, s'il n'y est pas à ce stade parvenu. Soyons clairs. En 48 heures, oui, c'est sûr. Même si Mais c'est un petit jeu. Oui. Voilà, c'est un argument de campagne, c'est Oui. un argument commercial qui a le mérite, quelque part, de réveiller l'ensemble des parties prenantes. Les Européens, évidemment, ont été immédiatement très inquiets. Zelensky a très bien compris qu'il ne pourrait pas continuer à mener tambour battant une guerre qui, quelque part, on le sait, la guerre des armes était perdue d'avance. Il fallait revenir à une victoire ou une guerre diplomatique le plus rapidement possible, y compris pour faire plier Vladimir Poutine sur un certain nombre de choses. Et c'est là que le bât blesse. Évidemment, il n'en parle pas hier pour ne pas gâcher le spectacle. C'est que ça a été très tendu avec Netanyahou, mais il a réussi à faire plier Netanyahou. C'est encore très tendu avec Poutine parce qu'il n'arrive pas à faire plier Poutine sur une chose, la question de la fameuse force d'interposition européenne qui devrait être entièrement financée par les Européens parce que Donald Trump ne veut pas cracher au bassinet, ne veut pas faire payer encore une fois les Américains et que cette force devrait être stationnée sur le territoire ukrainien. Et ça, c'est vraiment la ligne rouge, un red flag. Ouais. C'est niet, voilà, de la part de Vladimir Poutine. D'accord. Donc on C'est est ça sur qui une bloque aujourd'hui. discussion. Oui, c'est essentiellement ça qui bloque, puisqu'on sait très bien que Donald Trump a promis ou offert sur un plateau d'argent ce fameux territoire du Donbass pour lequel les Européens ont défendu et dépensé tant d'argent, à mon avis, de manière assez inconsidérée. Et Zelensky, quelque part, a fait une partie du deuil de ces territoires, majoritairement russophones, etc. On connaît l'histoire. Maintenant, Donald Trump a dit clairement à Poutine que s'il ne cédait pas dans la négociation sur cette question de cette fameuse force d'interposition et puis un gel des frontières, etc., là, il déclencherait évidemment un tonnerre d'armes en faveur de Zelensky. Et ça, il a garanti de toute façon, quelle que soit l'issue de l'accord, qui, je pense, va aboutir. Il a promis à Zelensky de continuer à le financer en armes, des armes qui lui permettent juste d'assurer sa sécurité telle qu'elle est, mais de ne pas continuer à attiser ou entretenir le feu d'un côté et de l'autre. Donc on verra ce qui se passera évidemment dans les semaines à venir, mais en tout cas le fameux général Kellogg, qui n'est pas né de la dernière pluie et qui est en charge d'arriver à essayer de résoudre ce dossier, à mon avis, y parviendra. Vladimir Poutine a tout intérêt maintenant qu'il a le président qu'il souhaitait quelque part avoir outre-Atlantique. Alors, je vais vous citer exactement sa phrase, justement, Donald Trump, qui a dit Vladimir Poutine, s'il continue de refuser de sceller un accord de paix avec l'Ukraine, est en train ou va détruire son pays. Voilà exactement ces termes. Zelensky veut passer un accord, je ne sais pas si Poutine le souhaite, peut-être pas, il devrait le faire. Je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne scellant pas un règlement. Et donc après, et la promesse en effet de continuer d'armer l'Ukraine si cela continue. On voit quand même, et ça vous en parlez très bien aussi dans votre livre, vous parlez d'un Berlusconi américain, on va peut-être développer un peu ça. On voit ce personnage, Donald Trump, cet homme politique, pardon, c'est pas un personnage, mais qui a un discours franc, musclé, mais malgré tout, jusqu'à maintenant, ça a fait ses preuves. Je suis assez frappé par la manière dont les grands médias européens et en particulier français, comme tous ces experts de plateau dont je fais partie, mais qui pendant des mois nous ont expliqué que Kamala Harris allait gagner, que Donald Trump était un imbécile, qu'il n'avait aucune vision, qu'il allait nous déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ce transactionnalisme, cette fameuse méthode de Trump pour parvenir à la résolution de conflits par des accords, on se souvient de son livre L'art du deal, la manière dont on peut négocier par un processus de pression maximale, faire entrer en scène deux parties qui ne veulent plus s'entendre ou discuter ou dialoguer pour les contraindre
à la paix et ensuite au nouveau développement des relations économiques. Je pense que ça peut effectivement marcher. Ça peut effectivement marcher dans un contexte où le multilatéralisme est extrêmement affaibli. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que ce ne sont pas les Nations Unies qui, à part entretenir des flopées de fonctionnaires internationaux dont on se pose la question aujourd'hui de l'efficience et de Oui. la justification, ne sont pas capables aujourd'hui ni de réparer des conflits et encore moins de les prévenir. Ce conflit qui a été déclenché clairement, bien sûr, par Vladimir Poutine en février 2022, quelles qu'en soient les raisons qu'il invoque ou que les autres invoquent selon leurs intérêts, c'est passé, à mon avis, parce qu'il y avait une administration américaine faible en face et que la nature a horreur du vide. Au même moment, enfin avant, pardon, la Russie avait pu intervenir pour défendre le régime de Bachar el-Assad en 2013-2014 parce que Barack Obama n'avait pas voulu intervenir. On est très embêté dans ces histoires parce que les États-Unis n'interviennent pas, ça ne va pas, et s'ils interviennent, ils le font de manière assez contre-productive. La plupart du temps, l'histoire le prouve. Mais ce qui est clair, c'est que Donald Trump défend un non-interventionnisme. Il essaye de régler toute cette question en amont pour ensuite se replier et se concentrer sur ceux qui l'ont élu, c'est-à-dire les Américains. Ouais, vous le rappelez ça quand même, et c'est intéressant de revenir dessus. En effet, vous dites finalement, parce que parfois justement il a ce côté un peu spontané qui peut faire peur, un peu discours musclé, franc, direct. C'est peut-être ça qui a épargné un grand nombre de guerres, et vous listez et vous montrez que, à l'inverse, Joe Biden ou plus généralement le camp démocrate a laissé faire beaucoup plus de conflits, si ce n'est provoqué. On risque de retourner à un état de jungle ou un état naturel des relations internationales, ce qui n'est pas rassurant en soi. Mais le problème, c'est qu'on a été tellement empreint d'une naïveté du côté occidental et du côté européen à défendre le droit de l'hommisme, à passer son temps à essayer de sauver la veuve et l'orphelin, au nom de nos valeurs qui, probablement, je pense, sont sûrement les meilleures valeurs à défendre d'un point de vue de l'épanouissement de l'individu, tout ce qu'on veut, mais curieusement que personne ne veut, en tout cas que de moins en moins de pays dans le monde veulent. Et on voit bien ce tiraillement avec les Américains qui sont censés incarner la patrie du capitalisme, de la liberté absolue totale, qui revient évidemment vers une forme de conservatisme et de retour à des valeurs traditionnelles dont ont apparemment besoin les individus. Oui. Je pense que Donald Trump aussi entre les deux, c'est-à-dire qu'il est à la croisée des chemins entre... il a compris que nos démocraties aujourd'hui, avec des grands démocrates faibles, sans autorité, sans continuité, parce qu'en fait, le programme qu'il nous a proposé, c'est pas pour 4 ans. Il s'est quand même beaucoup inspiré de ce qu'il considère ou de ce que nous considérons comme nos ennemis. Il a un programme pour 20 ans, là, tel que c'est parti, vu l'ensemble de ce qu'il nous a annoncé. Mais il a compris qu'il fallait parler d'homme à homme. C'est souvent ce qu'on dit en Israël quand on commence un peu à hausser le ton d'un point de vue politique. C'est comme s'il disait clairement, bon, maintenant, on va parler arabe. C'est-à-dire que les Européens sont aujourd'hui contre Donald Trump, sont contre la Russie, sont contre la Chine, et bilan des opérations, ils sont nulle part. Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de revenir dans une négociation et une discussion, y compris et surtout avec des gens qu'on n'apprécie pas ou qu'on n'aime pas. Je pense qu'il est difficile de faire autrement. Et à mon avis, c'est comme ça aussi qu'on fait évoluer ces pays dont on considère qu'ils ne sont pas ou qu'ils n'incarnent pas la démocratie telle qu'elle devrait l'être, c'est-à-dire nos démocraties qui, soi-disant, seraient les meilleures. Dans le même temps, on voit bien ce qui se passe, notamment par hasard en France, avec un président qui n'incarne pas grand-chose, qui ne représente plus démocratiquement grand-chose, avec un Premier ministre qui ne correspond pas au vote et aux résultats et à la sanction des élections législatives qui ont été convoquées de son fait cet été. Et ça doit poser des véritables problèmes. Mais en général, la tradition, c'est d'aller montrer du doigt les autres plutôt que de se regarder, le nombril, et donc de critiquer la démocratie américaine, de critiquer Donald Trump, qui a effectivement peut-être un côté spontané ou autoritaire, mais qui, à mon avis, est incontournable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je finirai là-dessus. Beaucoup de personnes disent que Donald Trump est imprévisible ou quoi aux caisses. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il a annoncé la couleur, le menu en 5 ou 10 ou 50 services. On en a pour effectivement un bout de temps et on aura de quoi, évidemment, chroniquer et relater pendant les 4 années à venir. Mais je crois qu'il est en réalité très prévisible, puisqu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Un peu la manière de Vladimir Poutine d'ailleurs, hein. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas véritablement de grande... Oui, enfin, on a quand même tergiversé en février 2022. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas Oui. le faire? On était quand même un peu entre deux chaises, on va dire. Mais sur les grandes mesures,
Et puis en fait, on n'a peut-être plus l'habitude en France et en Europe d'avoir en face de soi un président qui fait des promesses et qui, dès le premier jour, décide, point par point, d'appliquer l'ensemble des promesses qu'il a fait pendant la campagne. Ça, effectivement, ça nous paraît peut-être très étranger aujourd'hui et donc, du coup, très louche et très suspicieux. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous avez dit, ça c'est intéressant et c'est un élément reste long. que j'aimerais bien creuser avec vous. Vous avez dit qu'il était à la croisée des chemins, finalement, entre ce côté évidemment libéral qui est Donald Trump et ses valeurs traditionnelles. Et c'est vrai qu'il a, et c'est peut-être aussi d'ailleurs un nouveau côté, ou plutôt une évolution de Donald Trump par rapport à son premier mandat. D'ailleurs, là, on a appris, Nicolas Conquer nous le rappelait tout à l'heure, qu'il s'était rendu avant le serment à un office religieux. Et il avait aussi fait appel à Dieu. Il a dit qu'il a été sauvé par Dieu pour que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Je propose d'écouter cet extrait et on revient sur cette nouvelle tonalité, on va dire, de Donald Trump, qui n'est pas sans évoquer quand même, vous parliez tout à l'heure justement de ces valeurs traditionnelles dont peut-être la population avait besoin. Eh bien, moi, ça me rappelle votre livre sur la guerre sainte de Poutine et cette recherche peut-être d'une forme de transcendance ou de sacré. Eh bien, finalement, d'une certaine façon, on peut s'interroger sur le fait qu'on le retrouve chez Donald Trump, mais d'abord, on l'écoute. Les personnes qui souhaitent lutter contre nous ont essayé de me priver de mes libertés. Ils ont essayé de m'ôter la vie également. Il y a quelques mois à peine, dans un très beau champ de la Pennsylvanie, une balle m'a atteint à l'oreille. Mais je pense que ma vie a été sauvée pour une raison. J'en suis convaincu aujourd'hui. J'ai été sauvé par notre Seigneur qui veut que les États-Unis retrouvent leur grandeur. J'ai été sauvé par notre Seigneur. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sébastien Boussois ? Si on avait une heure, énormément de choses à dire sur cet aspect. On sait ô combien la religion est extrêmement importante depuis les pères fondateurs, les WASP et tous ceux qui ont construit l'État américain. Le président américain, quand il se retrouve confronté à l'investiture, comme c'était le cas hier, il prête serment sur la Bible et est censé toucher la Bible, ce qu'il n'a pas fait hier, Oui. mais bon. Là, est-ce que c'est nouveau ça de ne pas toucher la Bible d'ailleurs, parce qu'on a vu certaines personnes s'interroger. Peut-être qu'il avait peur de sa femme, j'en sais rien. On a quand même vu les images. Le bisou était compliqué. La Bible a touché, puisqu'il y avait donc la Bible de son père et puis la Bible de Lincoln. Non, de sa mère, je crois. C'est la Bible de sa mère. Non, mais il y en avait deux. Ah oui. En fait, c'est l'une sur l'autre, en fait. D'accord. Mais bilan des opérations, il a levé la main droite de manière plus diplomatique et poli qu'Elon Musk. En tout cas, je pense que la religion est évidemment fondamentale aux États-Unis. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont quand même les évangéliques qui largement ont soutenu Donald Trump, ce qui paraît tout à fait paradoxal parce que quand on connaît le mode de vie, mais c'est ça, c'est les États-Unis, ce sont tous ces paradoxes de vie. On peut avoir mené une vie, je la jugerai pas délurée, mais en tout cas libre, on va dire, et puis à un moment ou un autre, de manière intéressée ou pas, soit être un rebirth, comme on dit, une sorte de retour aux religieux. Vous avez des gens qui sont déjà chrétiens, mais qui font un rebirth, une sorte de résurrection et de rapport à la religion plus ancré avec l'âge qui avance. Alors je pense que pour Donald Trump, il y a un intérêt majeur par rapport à ses électeurs. Il y a le système politique américain qui n'est pas la laïcité telle qu'on la connaît, nous, où tout est intriqué. Et puis, il y a aussi évidemment la tentative d'assassinat qui ne pouvait pas mieux tomber quelque part, puisque tout a été... par la suite, de la part de ses supporters, de ses fans, considéré quelque part comme un acte miraculeux. Le fait qu'il n'ait pas été tué, d'autant plus dans un contexte... C'est un peu le cas quand même d'ailleurs que ce soit miraculeux. À quelques millimètres près, il aurait pu être tué. Ah mais oui, évidemment, mais une minute avant d'être mort, vous n'êtes pas mort dans l'absolu, donc évidemment. Mais en fait, ce qui est très très fort, c'est que je pense que c'est un des éléments qui évidemment a fait basculer la campagne. Il y a eu 3 tentatives d'assassinat, le truc pas très clair au niveau du Golfe à Mar-a-Lago et puis l'histoire des Iraniens. Bon, la réalité, c'est que je pense que même s'il a un intérêt à défendre le religieux, il y a avec cet acte, cette forme de rédemption, une sorte de chemin expiatoire aussi de certaines dérives qu'il a pu avoir, en tout cas des dérives qui sont considérées par les plus traditionnels comme pas très catholiques, c'est le cas de le dire. Il y a un mélange des genres, un intérêt clair de la part de Donald Trump de rajouter un peu, et puis
probablement un côté très miraculeux lié à une forme de spiritualité personnelle sur le fait qu'il a gagné, que ça a été une victoire absolue, contrairement à 2020. Et ça, c'est peut-être pour lui aussi, même s'il n'en a jamais douté, sauf au tout début au moment où Biden dit « je m'en vais » et Kamala Harris arrive, il a peut-être douté à ce moment-là, mais après, il était porté, évidemment, et il a gagné de manière frappante. Pour finir, vous parlez de OVNI, objet politique non identifié. OVNI, c'est d'actualité, puisqu'on parle beaucoup des ovnis aux États-Unis en ce moment. Vous dites aussi que c'est donc le Berlusconi américain, ou encore que c'est une pop star, mais au sens de populaire, populiste également, et pas que pop, même s'il y a un côté pop aussi. Est-ce que, pour finir, vous pouvez nous dresser ce portrait du Trump berlusconien, ovni et pop star? Oui, quand je parlais de Berlusconi, ça a été le père fondateur, si je puis dire, de toute cette galaxie que l'on qualifie de populiste et qui est partie d'Europe. Cette Europe dont d'ailleurs Trump n'a pas cité une seule fois le mot hier. Berlusconi est un inspirateur, est probablement à la croisée des médias et de la politique. On se souvient de cette intrication entre les mondes. Donald Trump est là-dedans, avec la télé-réalité, avec Advantis, et puis ensuite, progressivement, la manière dont il mène des shows. On voit bien qu'il y a de la télé-réalité, qu'il y a une passion pour les médias et puis une passion pour la politique. C'était intéressant de voir les deux Trump avant-hier pendant le rallye de la victoire, comme ils l'ont appelé, en train de danser avec Village People, voilà, exactement. Et puis le lendemain, de voir, avant qu'il prenne la parole, cet ennui profond qu'il avait à écouter les autres, parce qu'il n'y avait pas évidemment les projecteurs sur lui, et il mélange par ses idées, par son programme, et évidemment des idées qui sont là pour séduire le peuple, mais c'est toute l'ambiguïté sur la question du populisme, c'est que, a priori, quand on veut séduire le peuple, on lui tend aussi des choses qui sont censées évidemment le conquérir, et surtout répondre à ses propres besoins. Je pense que Donald Trump est une icône pop et qu'il répond et qu'il souhaite répondre aux besoins des Américains, à l'inverse des Européens qui passent leur temps à professer la bonne parole un peu partout, à distribuer les bons et les mauvais points, à s'engager dans des conflits qui, a priori, ne nous regardent pas directement et qui nous coûtent très cher. Aujourd'hui, l'Europe est complètement marginalisée et vous avez les États-Unis qui se concentrent sur eux-mêmes. J'ai toujours pensé que ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est-à-dire faire passer en premier les intérêts des Américains, me paraît de l'ordre de l'évidence, ce que beaucoup de nos dirigeants, à mon avis, ont un peu oublié. Et c'est toute la notion du populisme, mais aussi du patriotisme qui est perçu aujourd'hui comme un gros mot en France ou en Europe, et dont on voit bien aux États-Unis cet emballement et cette passion. Et cette unité, c'est extrêmement émouvant, tout ce qui s'est passé hier, de voir l'ensemble de ces gens au nom du patriotisme et des États-Unis. Merci beaucoup Sébastien Boussois, et je rappelle le titre de votre livre, Donald Trump, Retour vers le futur, aux éditions Mareuil, un livre très riche, et justement vous revenez sur tous ces sujets, toutes ces phases de la personnalité, sur les relations internationales, les relations européennes. On n'a pas eu le temps de les aborder malheureusement, mais on le fera une autre fois. Merci encore. Merci. Sébastien Boussois. Et puis je voudrais quand même le signaler, parce que c'est un livre que je cite régulièrement, qui m'a beaucoup apporté dans la compréhension justement de ces relations internationales. Citez votre autre livre, donc La guerre sainte de Poutine. Avec Noé Morin. Ah, voilà, avec Noé Morin. Et c'est aussi chez Mareuil Éditions, je ne me rappelle plus. Non, c'est chez Passé Composé. Ah voilà, Passé Composé, exactement. Celui-ci aussi, n'hésitez pas à vous le procurer. Chers amis, merci encore Sébastien Boussois. Merci à vous tous. Chers amis, nous avons eu une magnifique émission, de très très belles audiences grâce à vous. Merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien. Vous le savez, nous avons besoin de votre soutien financier, vous l'avez bien compris. Nous avons hier pu envoyer, vous savez qu'on est une équipe de 3 à 4 journalistes quand on compte Corentin. On a dû envoyer Roxane en reportage justement dans ce Hello Kit X, cette fameuse soirée d'intronisation. D'ailleurs, on en reparlera demain avec Idrissa Berkane et Régis de Castelnau. Eh bien, nous avions Roxane d'un côté, Corentin qui faisait une émission de chez lui parce que nous n'avons pas de locaux le soir, parce que nous n'avons pas de réalisateur le soir, parce qu'évidemment, notre réalisateur du matin ne peut pas être le soir. Voilà, tout ce que je vous avais expliqué finalement un petit peu avant quand je faisais cet appel aux dons, eh bien, il s'est concrétisé hier. Hier, du coup, on avait une soirée incroyable. Vous étiez tous très présents, très en attente. Et puis, voilà, Internet a coupé parce que, évidemment, ça sert à quelque chose d'avoir des studios et du matériel de qualité. C'est pas pour rien qu'on demande à tout le monde de nous aider. C'est pour qu'on puisse exister et faire ce genre d'émission à d'autres moments que le matin. S'il vous plaît, si vous pouvez,
pouvez, faites-le maintenant. Toxin-media.fr/bilan. Toxin-media.fr/bilan. Toxin-media.fr/soutien aussi. Nous avons besoin, donc vous l'avez compris, de 16 000 € par mois pour recruter. C'est beaucoup, mais en même temps, je vous rappelle qu'on est des centaines de milliers chaque jour sur Toxin. Donc si tout le monde donne un tout petit peu, eh bien ça peut vraiment bouleverser la donne. Et vous voyez que quand même, on fait aujourd'hui des audiences qui sont plus fortes que celles de France 24, mais aussi hier, on était plus fort que Brut, qui était aussi en direct sur YouTube, que Euronews, que BFM même, plus fort que BFM. Voilà, donc tout ça, c'est grâce à vous. Mais si vous voulez qu'on continue et qu'on existe sur ces émissions-là, soutenez-nous, permettez-nous de recruter un réalisateur, permettez-nous de recruter un réalisateur pour qu'il puisse être là le soir, un journaliste pour pouvoir soulager un peu, Roxane qui s'était levée le matin, Corentin qui s'était levé le matin, Valentin qui suivait le live et qui faisait le tweet de l'émission du soir. Vous voyez, on a 2 journées en une parce qu'on commence à 5h du matin ici et le soir encore à 19h, tout le monde était sur le pont. Voilà pourquoi on a besoin aujourd'hui de vous. Voilà pourquoi vraiment c'est sérieux quand je vous demande de l'aide. C'est pas pour aller partir en vacances aux Bahamas. Non, on a besoin de vous tous les jours et maintenant, tout de suite, pour que Toxin existe et continue d'être important et apporter des choses différentes de celles que vous n'entendez pas ailleurs, que vous n'entendrez pas sur Brut le soir au discours de Donald Trump. C'est ici que ça se passe, mais aidez-nous si vous le pouvez vraiment. Toxin-media.fr/bilan. Toxin-media.fr/bilan. Et puis j'en profite pour remercier ma super équipe parce que hier ils ont tous travaillé encore plus d'arrache-pied que d'habitude. Donc merci Roxane Despelin, merci Valentin Schirmer, merci évidemment à notre réalisateur Thibaut, merci à Corentin, merci à Marie Esther qui s'occupe des réseaux sociaux alors qu'elle est en alternance, même quand elle est à l'école, elle nous donne des petits coups de main. Merci à vous, chère équipe, sans laquelle Toxin n'existerait pas. Et merci à vous tous de nous aider. Et puis je vous dis à demain, vous l'avez compris, encore beaucoup de choses sur le feu demain, toujours sur cette affaire, et notamment sur Hello Kit X, encore une grosse affaire au niveau du fonds Marianne, et on en parle demain avec vous. À demain.